Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al24 News. Tout le monde en parle depuis près d'une semaine. Il n'est question que de ce fameux plan ou feuille de route que Biden a proposé à l'antité-sioniste. La création de l'État palestinien est un impératif. Le Wall Street Journal, le journal américain, évoque la question et parle de 3 points axiaux sur lesquels repose le plan de Biden. Le brouillon final, qui n'accepte d'ailleurs pas de changement, est entre les mains des parties concernées, sauf que certains points doivent être mis à jour en raison des conditions des uns et des autres. Toujours est-il, la création d'un État palestinien est une injonction faite à l'entité sioniste et non un choix. Ce qui a provoqué l'ire des gouvernements ou du gouvernement de Netanyahou et de son cabinet qui s'est retourné contre lui, en l'occurrence les deux va-t-en-guerre, Ben Gvir et Smotrich. Washington tente donc de faire pression pour aller vers un cessez-le-feu durable, mais des points cités dans l'accord suscitent encore l'intérêt. Nous allons voir ensemble de quoi il en découle. Voilà, on disait pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir nos deux invités ce soir. Nous commençons par M. Milot Chenoufi, professeur en relations internationales au Collège des Forces canadiennes à Toronto. M. Chenoufi, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous et bien sûr nous rejoindra dans un petit moment Salman El-Harfi, ancien ambassadeur de la délégation Palestine en France, qui sera avec nous donc en direct de Ramallah. Alors pour commencer, Monsieur Chenoufi, le journal américain Wall Street a décidé que l'entité sioniste et Hamas examinent un accord de 3 points susceptibles d'aboutir à la libération peut-être des otages qui sont pris donc entre les mains de la résistance palestinienne Hamas et bien sûr un cessez-le-feu qui peut aller jusqu'à même 6 semaines. C'est d'ailleurs le but de cette opération, que ce cessez-le-feu soit durable. Alors, que peut-on faire comme commentaire ou comment doit-on lire ce qui est en train de se passer aujourd'hui? En fait, les dernières nouvelles que nous avons à ce propos, c'est que les négociations achoppent sur la nature du cessez-le-feu. Hamas insiste, et on peut comprendre pourquoi, sur la garantie que le cessez-le-feu soit indéfini. Parce que vous savez, même s'il doit durer 6 semaines, ça serait quand même une trêve plus qu'un cessez-le-feu. Ce n'est pas ce que souhaite le Hamas. Et les discussions achoppent toujours là-dessus. Je crois que du côté américain, on aime bien confondre les deux aspects, c'est-à-dire une certaine durée, plus longue que la dernière trêve, avec un cessez-le-feu durable. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore entendu parler d'un accord qui aurait été atteint par toutes les parties grâce à la médiation qui se fait actuellement en Égypte. Alors, c'est sûr que nous n'avons pas entendu parler d'un accord. Le brouillon existe, il est là. Et c'est ce qui explique, quelque part, M. Chenoufi, que, par exemple, Haniyeh se retrouve aujourd'hui en Égypte. Il paraîtrait que des conditions ont été émises, à savoir que, de toute façon, cet accord doit être accepté, qu'il n'y a rien à revoir, quelques points peut-être concernant le nombre des otages contre celui des prisonniers, mais dans le reste, au fait, c'est une injonction qui a été faite à l'entité sioniste. Ce qui est un petit peu provoquer la mésentente au sein du gouvernement de Netanyahou. Est-ce que aujourd'hui, on va le dire, cet accord va précipiter la chute de Netanyahou ou comment ça va se passer sur le plan interne? Pas nécessairement parce que, voyez-vous, Netanyahou bénéficie toujours d'un soutien aux États-Unis. Et donc, à commencer par le président américain lui-même. Vous comprenez? Donc, il a encore une marge de manœuvre. C'est vrai que le Hamas préfère un accord dans lequel il y ait un tout contre un tout. Oui. C'est un peu la thèse qu'ils défendent. Bien entendu, ça ne veut pas dire que l'autre partie va nécessairement l'accepter parce que, justement, comme vous avez essayé de le dire, il en va de l'existence même du gouvernement Netanyahou. Et vous comprenez que si les otages
sont libérés à travers les négociations et non pas grâce à l'action militaire des soldats israéliens, toute la thèse sur laquelle repose le gouvernement Netanyahou en entier, eh bien, va s'effondrer. Oui. Donc, très bien, vous faites bien de le dire parce qu'on va voir que devant le fait accompli, Netanyahou n'avait d'autre choix que celui d'accepter, chose que ne lui ont pas du tout conseillé donc Ben Gvir et Smotrich, parce qu'ils lui ont d'abord, on dit qu'il aurait été menacé, que de vieux dossiers puissent sortir des tiroirs. Alors, M. Salman El Harfi qui vient de nous rejoindre. Monsieur Salman El Harfi, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur donc, de la délégation Palestine en France. Bonsoir. Alors, depuis longtemps, Washington avait refusé qu'il y ait un État palestinien, ou du moins dans ce sens, qui ne passe pas par des négociations. Aujourd'hui, on parle de la possibilité de la reconnaissance d'un État palestinien. Alors, qu'est-ce qui a changé selon vous? De toute façon, ce n'est pas de changement, c'est une manœuvre américaine. Aujourd'hui, le Parlement, le Congrès américain, il a pris une décision très dangereuse, laquelle qui dit qu'on interdit l'entrée aux États-Unis à tous les membres de l'OLP. Ça veut dire que les représentants légitimes du peuple palestinien et les représentants, ils sont interdits de rentrer aux États-Unis. Celui qui prend une telle décision au niveau du Congrès, ça veut dire qu'il ne voudrait pas la paix. Il voudrait alimenter la guerre contre le peuple palestinien et commettre un génocide. Les États-Unis, c'est un partenaire dans la guerre, dans le génocide contre le peuple palestinien. Alors, dans ces cas-là, selon vous, pourquoi avoir perdu son temps à élaborer un accord qui est dit comme étant celui qui, s'il était mis en valeur et en réalisation, celui qui viendrait comme celui qui viendrait remplacer les accords de Camp David? C'est l'un des accords qui réorganise sur le plan stratégique et qui remplacerait ou qui viendrait en deuxième position après celui de Camp David. Alors, vous voyez tout ce bruit qui a été fait autour de cet accord ne peut pas être, comme vous le dites, de la poudre aux yeux. Cela cache quelque chose. Qu'est-ce que cela cache, M. Salman El Harfi? Tout en demandant le cessez-le-feu pour sauver notre peuple, d'arrêter le génocide, d'arrêter le massacre contre notre peuple, de faire rentrer les besoins humanitaire à notre peuple, ça c'est bien accueilli, mais les États-Unis, ils veulent gagner du temps, ils veulent aider Israël, ils veulent chercher une victoire politique pour Israël où il a perdu jusqu'à maintenant et a commis des génocides contre le peuple palestinien. Oui. Toutes ces manœuvres-là, elles vont en vain parce que le peuple palestinien jamais accepte cette manœuvre américaine. C'est lui qui voulait résoudre le problème et faire une initiative. Il s'adresse aux représentants légitimes du peuple palestinien et il met en œuvre toutes les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée nationale des Nations unies concernant la question palestinienne. Les États-Unis, maintenant, ils mènent une guerre sanitaire, une guerre militaire, une guerre contre les établissements des Nations Unies qui aident le peuple palestinien tel comme l'UNRWA. Oui, très bien. Je reviens vers vous, Milou Tchenoufi. Alors, est-ce que c'est une manœuvre réellement ou est-ce qu'il y a réellement une volonté d'arrêter le cessez-le-feu ou de plutôt promulguer le cessez-le-feu, d'arrêter les hostilités et la guerre contre Gaza? D'autant plus que l'accord, peut-être qu'on ne le dit pas, mais je crois qu'il a été stipulé que reconnaître l'État de Palestine en Cisjordanie à Gaza, mais de zones démilitarisées. Alors, pensez-vous réellement que Hamas ou la partie palestinienne va accepter cet état de fait? En fait, ce qu'il faut distinguer, ce sont deux processus parallèles. Vous avez un processus qui est au centre des négociations, effectivement, et c'est autour
du cessez-le-feu ou de la trêve, selon la perspective qu'on adopte, qui a pour principal objectif, en fait, de permettre la libération des otages israéliens. Et vous avez un autre processus. Dans ce processus-là, il ne s'agit pas d'une politique qui est officiellement adoptée par les États-Unis. Il s'agit juste d'un signalement diplomatique. Bien entendu, dans les affaires diplomatiques, le signalement a aussi son importance. Oui. Donc, ce que nous savons, c'est qu'au niveau du département d'État, il y a eu une demande qui a été adressée aux services qui relèvent du département d'État d'étudier la possibilité de la reconnaissance de l'État palestinien par les États-Unis. Alors, la politique américaine a toujours été, même si elle n'a pas été suivie d'actes, a toujours été de dire que la solution au conflit israélo-palestinien, c'est la solution des deux États, donc un État palestinien. Donc l'idée a toujours été admise par les États-Unis, mais elle n'a jamais été suivie d'actes. On a laissé ça dans la perspective que ça va se passer si Israël le veut bien. Tant qu'Israël ne le veut pas, et qu'elle a une alternative, c'est ce qu'elle a suivi en fait jusqu'au 7 octobre, les États-Unis ne feront pas pression dessus. Ce que nous avons entendu ces derniers jours, c'est que effectivement, on étudie seulement la possibilité que les États-Unis reconnaissent en dehors d'un processus de négociation la souveraineté palestinienne. Ce signalement a été repris également par le ministre britannique des Affaires étrangères. Et vous savez que le Royaume-Uni est une sorte de caisse de résonance aux options stratégiques et diplomatiques des États-Unis. Donc il y a effectivement, dans l'administration américaine, ça ne fait pas nécessairement consensus, cette idée que, après la guerre à Gaza, il faut envisager une solution qui implique la création d'un État palestinien, ce qui représente l'exact contraire de ce que les extrémistes qui dirigent actuellement Israël veulent, puisque on entend les revendications de la recolonisation de Gaza, de la souveraineté israélienne sur Gaza, etc. Un dernier mot là-dessus. Ce que nous voyons ici, c'est une manière, disons, d'attirer l'attention de l'Arabie saoudite. Parce que cette solution des deux États, au fond, même si elle a été adoptée par l'OLP à partir de la fin des années 80, a toujours été celle de l'Arabie saoudite. Et comme vous le savez, le génocide fait en sorte que les Saoudiens ne peuvent pas aller très très loin dans les négociations autour de la normalisation. Donc c'est à peu près ce qui se fait, ce qu'on dit et ce qu'on entend aujourd'hui. Très bien. Monsieur Salman El-Harfi, alors on va rester toujours sur cette proposition qui est donc très importante puisqu'on en parle de plus en plus et puisqu'il y a dans les coulisses un travail énorme qui est fait dans ce sens. Alors la reconnaissance de l'État palestinien par les Américains, est-ce que c'est une éventualité ou une vérité dans quelques jours ou dans un futur proche, je dirais, Monsieur Salman El-Harfi? Vous savez que nous avons un souvenir amer. On a un souvenir amer de déclarations américaines. À chaque fois, il y a un grand événement au Moyen-Orient, tel que la guerre du Golfe, la première, la deuxième. À chaque fois, les États-Unis, elle fait des propositions, mais c'est pour manœuvrer, pour sous-estimer toute la nation arabe, tout le peuple palestinien en particulier. Et ça, ce n'est pas que de perdre du temps. Et ça fait plus de 35 ans, on est dans le processus de paix. Et on a mis plein de plans, de plans de route, etc., etc. Les États-Unis, il n'y a pas de confiance dans ces démarches. Celui qu'il veut, une solution. Et ce n'est pas de manœuvrer. Et ils savent bien le chemin. Aujourd'hui, il y a une proposition algérienne au Conseil de sécurité. Les États-Unis sont en train de bloquer. Voilà, monsieur le criminel Netanyahou a déclaré juste il y a une heure qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de retrait de forces israéliennes, il n'y aura pas d'arrêt de guerre. Et il est contre l'établissement d'un État palestinien, clair et net. Alors, on ne voudrait pas perdre de temps pour que les manœuvres des États-Unis verbalement extraordinaires
telle que l'hypocrisie de certains pays européens aussi, qui le suivi. Ils font participation active dans l'aide militaire à Israël. Ils font un soutien actif politiquement à l'État d'Israël dans son guerre criminelle contre le peuple palestinien de commettre des génocides. Alors, ce n'est pas ces propositions qui ont sur le papier ou bien sur verbalement ou bien qui est de traîner des négociations comme Shamir, l'ex-premier ministre israélien, il a dit on va négocier pendant 40 d'années. Voilà, ça c'est les États-Unis adoptent complètement le point de vue israélien, adoptent complètement la politique militaire d'occupation. Les Palestiniens, tous les Palestiniens, très bien, sans distinction, ils veulent mettre fin à l'occupation israélienne et à l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale. Très bien, Monsieur Salman Harfi, vous n'y croyez pas du tout à cette proposition et ça se voit sur le ton et dans le verbe. Alors, pour sa part, il faut bien quand même dire que la proposition, comment elle a été commentée, qu'il y a eu énormément de réactions et notamment sur le plan interne dans l'Institut sioniste. Pour sa part, donc je disais, le quotidien sioniste Haaretz titre juste au lendemain de la révélation de l'accord, même si ça fait quand même un bon bout de temps que tout le monde le sait et le connaît. Je cite, Israël doit accepter un État palestinien. Est-ce que, Milot Chenoufi, on doit comprendre par là que c'est un aveu d'échec ou bien on doit comprendre que de toute façon, cette proposition américaine arrange très bien les affaires de l'entité sioniste? En fait, regardez, le journal Haaretz lui-même a toujours été favorable à un État palestinien. Et vous savez, c'est aussi le journal, même s'il reste très favorable à la politique israélienne et à Israël, c'est aussi le journal qui accueille un chroniqueur comme Gideon Levy, qui est très très critique de la politique israélienne. Donc je suis pas du tout surpris que l'interprétation de cette publication soit dans le sens de dire qu'il est dans l'intérêt d'Israël d'accepter un État palestinien. Mais la réalité, c'est que ceux qui sont au pouvoir actuellement en Israël, ce ne sont pas les gens dont Haaretz est le partisan. Oui. C'est vraiment leurs adversaires et leurs ennemis. Et comme ça vient d'être dit, eh bien, l'une des stratégies de Netanyahou dans les années 90, quand il est arrivé au pouvoir, au beau milieu du processus de paix, c'était aussi justement de négocier, mais de négocier indéfiniment et de blâmer les Palestiniens lorsqu'il y a des blocages ou que ça n'avance pas ou que ça ralentisse. Donc, vous savez, ils ont encore toute une marge de manœuvre pour pouvoir dire non aux Américains lorsque les Américains viennent avec une proposition qui n'est pas dans le sens du grand Israël, de l'absence d'un État palestinien. Et puis la politique américaine, comme vous le savez, elle est compartimentée. Donc vous avez d'un côté la présidence qui détient un certain pouvoir et pour le moment Biden est très favorable à Israël et à la politique israélienne, notamment la politique génocidaire pendant la guerre. Vous avez le département d'État qui, lui, est derrière cette initiative de reconnaissance de l'État palestinien. Et puis, enfin, vous avez le Congrès. Puis, vous voyez comment le Congrès réagit. Le Congrès réagit en disant, OK, les représentants de l'OLP n'ont plus le droit d'entrer aux États-Unis. C'est un signalement qui vous dit qu'il existe des rapports de force à l'intérieur même des États-Unis. Et c'est sur ces rapports de force que Israël, généralement, s'appuie pour rejeter des propositions. Très bien. Alors, on va quand même voir les aspects, parce qu'il y a 3 points qui sont très, très importants, qui ont été cités, et c'est très sérieux. Alors, parmi les points, ou le numéro 3 de ces points, l'un des objectifs, dit le journal, le Wall Street, l'un des objectifs également de l'accord de Biden est de entreprendre ou de prendre une action ferme et durable contre l'Iran, parce qu'on reste toujours branché sur l'Iran et ses alliés dans la région. Ajoutons que, dans ce 3e point, que Biden propose un grand élargissement du partenariat sécuritaire américain dans la région. Une fois que tous ces points sont regroupés, dira donc l'auteur de cet article, les canaux qui sont proposés par Biden deviendront les plus grands
ou la plus grande réorganisation stratégique après donc les accords de Camp David. Alors c'est un véritable projet, Milot Chenoufi, qui est préparé pour le Moyen-Orient, qui ne concerne pas seulement la région de Gaza, qui n'est qu'un point finalement. Parce que le visé dans l'affaire, c'est également l'Iran. Nous, on ne perd jamais de vue l'Iran. Encore une fois, ce n'est pas encore la politique officielle du gouvernement américain. Ce sont des idées qui sont, si vous voulez, auxquelles on pense. On appelle ça les convictions de Biden. Ouais, et ces points-là ont été exprimés de manière aussi systématique, en fait, par le ministre britannique des Affaires étrangères. Et l'idée est de dire que si jamais on reconnaissait un État palestinien, cet État palestinien devrait être démilitarisé. Ça, c'est une concession aux Israéliens. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps, il y a une douzaine d'années, où Netanyahou lui-même disait que si jamais il y avait un État palestinien, eh bien, il faut qu'il soit démilitarisé. Aujourd'hui, il n'y croit même pas à l'État palestinien et encore mieux démilitarisé, oui. Et ensuite, on revient à la thèse de la normalisation avec les pays du Golfe d'avant octobre 2023, où il était question de normaliser les relations diplomatiques avec Israël et de créer une sorte de coalition entre d'un côté les pays arabes et de l'autre Israël, contre qui? Contre l'Iran. C'est un peu ce à quoi fait référence le point que vous avez évoqué. Oui, numéro 3. Aujourd'hui, après un génocide, ça relève de la politique fiction, parce qu'il est très difficile d'imaginer cette coalition. Même les Saoudiens auront beaucoup de mal à la suivre. Et puis, quand on étudie bien le plan, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on essaie de faire une sorte d'échange. La reconnaissance, la normalisation par l'Arabie Saoudite, contre quoi? Contre ce qu'ils appellent en anglais an irreversible pathway towards a Palestinian state. Là, c'est une sorte de troc. D'un côté, on veut quelque chose de ferme, la normalisation avec l'Arabie Saoudite, mais de l'autre, quelque chose d'hypothétique, c'est-à-dire une voie vers un État palestinien. Donc, bien sûr, il y a cette idée de la reconnaissance, mais le fait de reconnaître ne signifie pas que ça va être créé. Et c'est la raison pour laquelle on peut nourrir des doutes, et je peux comprendre que Monsieur l'ambassadeur ait des doutes à ce propos-là. Oui. Mais encore une fois, nous sommes à un stade de signalement diplomatique, c'est-à-dire que ces signalements peuvent se concrétiser à un moment donné, mais ils peuvent aussi ne pas se concrétiser. Donc, comme on disait, le doute reste de mise. Monsieur Salman Al-Harfi, je vous laisse le dernier mot pour conclure, parce que le temps qui nous est imparti, il tire à sa fin. Salman Al-Harfi? Je vais vous dire une chose, que les États-Unis, ils vont administrer le problème et ce n'est pas trouver une solution de problème. Les États-Unis, ils essayent de contrebalancer, barrer la route à la justice internationale. La Cour de justice internationale était claire dans ses décisions qui étaient présentées par l'Afrique du Sud, et elle veut démolir toute cette démarche de la justice internationale. C'était une massacrade de la justice internationale. Ce qu'il fait, c'est des propositions pour aider Israël, et c'était une proposition de vider tout le sens positif de la décision de la Cour internationale. Nous accueillons favorablement toutes les démarches qui mènent vers le cessez-le-feu, d'abord. Ensuite, d'alimenter la population qui meurt de faim. Oui. Et ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de médicaments, aide médicale et tout ça. Ils détruisent maintenant, à chaque fois, ils reprennent leurs bombardements. S'ils veulent arrêter un génocide, et ce n'est pas le manque de propositions, c'est le manque de cessez-le-feu.
Merci beaucoup, M. Salman El-Harfi, pour toute cette explication et ces éclairages. On l'aura compris, pour vous, c'est de la poudre aux yeux. Vous êtes, je rappelle, ancien ambassadeur de la délégation Palestine en France. Était avec nous également M. Chenoufi Milo, professeur en relations internationales au Collège des forces canadiennes à Toronto. Merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.